on s'installe pas à Roubaix par hasard. Je ne peux pas croire qu'un matin, un type ou une dame se lève en sortant de la faculté de pharmacie, de chirurgie dentaire ou de médecine en se disant tiens, je vais m'installer dans telle ou telle zone. On a à cœur, quand on s'installe de Roubaix, d'aller vers autrui et de vouloir l'aider. Ça, c'est une certitude. C'est la ville de toutes les solidarités. Je vais te dire un truc. Souvent, un enfant est le meilleur vecteur d'éducation d'une famille. Une maman est le meilleur vecteur d'éducation de la famille. Les Saureuses, le podcast qui tourne plus vite que la langue de bois. T'as des questions qui dérangent? Des vérités qui doivent sortir? Dans Les Saureuses, Karim Amrouni passe à la machine. Pas de blabla, pas de filtre, juste tes questions cash sur absolument tout. Dans Les Saureuses, tout passe et seules les vérités sortent intactes. Alors, prêt à lancer la machine? Viens appuyer sur ton programme dans Les Saureuses. Karim, bonjour. Je suis ravie d'être là, de t'interviewer. Je vais me présenter, je suis Marie Bizard, je suis chirurgienne dentiste. À ce titre-là, on se connaît depuis vraiment longtemps, parce qu'on a fait nos études ensemble. Ça peut paraître bizarre qu'une chirurgienne dentiste ait eu envie de t'interviewer ou de te poser des questions, mais j'ai un poste de représentante des chirurgiens dentistes pour la région, et à ce titre-là, j'ai par exemple un gros dossier sur la démographie professionnelle, toutes les histoires de déserts médicaux, et ça m'intéressait de discuter avec toi, parce que souvent quand on pense désert médical, on pense à la ruralité, et à mon sens, Roubaix est en zone urbaine sensible, et aussi susceptible de devenir un désert médical, parce qu'il y a une désaffection des professionnels de santé pour la ville pour laquelle tu t'investis. Donc ma première question, c'était toi qui es professionnel de santé, toi qui es élu depuis de nombreuses années à Roubaix, quelle est ta perception de l'état de santé des Roubaisiens ? Alors, c'est une question qui est compliquée, parce que l'état de santé des Roubaisiens est assez disparate. Elle est associée directement au niveau de vie et puis à la préoccupation qu'on a de soi. Moi, je pense que on peut pas mettre ça dans un ensemble. On doit vraiment dichotomiser et avoir une pensée quasi quartier par quartier. Je travaille dans un quartier sensible, donc je m'adresse surtout à des enfants, des ados, des enfants un peu plus jeunes sur lesquels je fais des actes d'orthopédie, donc de croissance. Mais on voit les parents toujours ce souci de prendre soin de leur progéniture et de les amener, parce qu'ils sont envoyés par leur chirurgien dentiste ou leur médecin, de les amener aux soins. Mais moi, ce qui me choque souvent, c'est l'état de santé des parents. Ils se délaissent et ils ne s'occupent pas vraiment d'eux. Alors, on ne peut pas généraliser, parce qu'il y a des parents qui prennent soin d'eux, qui prennent soin de leurs enfants et qui ne s'oublient pas, et d'autres, par contre, qui s'oublient complètement. Alors, est-ce que c'est l'accès aux soins sur lequel il faudrait agir, le niveau de remboursement, le niveau de prestation? A contrario, tu vois, il y a une légende urbaine qui dit que quelqu'un qui est à la C2S, l'ancienne couverture médicale universelle, consomme plus de soins que quelqu'un qui aurait une mutuelle. C'est pas vrai du tout. Et souvent, les gens qui sont très éloignés du soin sont peuvent bénéficier de la C2S. Comment on peut remédier à cela ? Très honnêtement, je pense qu'il y a des générations de praticiens qui se sont penchés sur le sujet et qui n'ont pas vraiment trouvé de solution. Moi, je pense que c'est par l'éducation qu'on pourrait y arriver, et par un système de prévention beaucoup plus solide que ce qu'il n'est aujourd'hui. En France, on sait soigner. Prendre en charge, on sait faire. Prévenir, on ne sait pas faire. Et on y accorde très peu d'importance et très peu de moyens à l'heure où on se parle. Je pense que si l'on était beaucoup plus cohérent avec nos voisins les plus directs, ce qui se passe en Belgique par exemple, ou les Danois ou les Suédois, on aurait un système de prévention qui serait beaucoup plus solide et qui serait reconnu en tant que tel. Aujourd'hui, un acte de prévention est très peu... je ne pense pas qu'il y ait de nomenclature particulière là-dessus. Et ça pose un vrai problème.
C'est ce que je connais parce que j'ai suivi tes podcasts, etc. Et on se connaît depuis longtemps, donc je connais le fond de ta pensée et toujours ce rapport à l'éducation qui me touche moi, parce que donc, je suis chirurgien dentiste, mais j'ai aussi fait sciences de l'éducation. Et oui, je suis intimement persuadée que le fondement même d'un comportement de santé, c'est l'éducation à la santé. Mais ce qui pose problème, en fait, c'est que dans l'éducation à la santé, si elle est faite pour, on va dire, une population de bobos généralisés avec un niveau financier correct, un niveau scolaire correct, les discours, un peu comme ce qu'on voit à la télé, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, au final, ça ne touche que des gens qui étaient déjà prévento-conscients, en fait. Donc là, comment on fait pour toucher les gens? Alors ça s'appelle, le mot magique en santé publique, c'est la littératie. C'est comment on fait pour que les gens puissent chercher la bonne information en santé, comment on fait pour qu'ils puissent la comprendre, et comment on fait pour qu'ils puissent l'adapter à leur propre situation, en fait, enfin, à leur vie. Parce que c'est parfois un peu facile dans les campagnes de prévention de faire porter toute la responsabilité sur le patient, sur la personne, en oubliant complètement le contexte, son contexte de vie. Donc, et ce qui m'intéresse en tant que professionnel de santé ou représentant des professionnels de santé, c'est que comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur d'autres acteurs que nous, professionnels de santé, pour améliorer cette éducation à la santé, cette information, cette littératie des gens en général. Alors, quand on parle de ça, on pense que le système de santé tel qu'il a été organisé aujourd'hui n'est plus adapté. Moi, je pense qu'il faut prendre le problème différemment. Tu vois, le fait de penser que tout le monde a les mêmes problèmes partout, de la même façon, tout le monde a le même mode de compréhension, parce que l'égalité de traitement face à la loi, face à la société doit être le même, est arrivé à son terme. On est dans autre chose cette fois-ci. Ce que je pense, moi, de façon extrêmement... et à force de côtoyer des soins dans des quartiers, entre guillemets, un peu plus compliqués qu'ailleurs, pour le commun des mortels plus compliqué, pas pour le professionnel de santé, c'est que le modèle de communication avec ce type de population ne peut pas être le même que le modèle de communication qu'on va utiliser, alors je vais reprendre ton propos, d'accord, chez des gens qui sont classés bobos ou socialement privilégiés. Je pense que ce que l'on doit faire, nous, professionnels de santé, alors ça rentre complètement en collision avec l'éthique, puisque nous n'avons pas le droit à la publicité, d'accord ? On doit réussir à envahir, par exemple, les réseaux sociaux, le modèle de communication qui est adapté à une jeunesse qui n'utilise plus du tout ni le même verbatim, ni la même sémantique, ni la même façon de bouger ou d'entreprendre que les générations qui les ont précédées. Il faut être beaucoup plus souple, beaucoup plus réactif et beaucoup plus entreprenant. C'est-à-dire que si on ne va pas vers eux, ils ne viendront pas vers nous. Et nous, on est quelque part, on se dit, bon, bah, y a de la pub à la télé, donc ils l'ont su. Faut pas déconner, il suffit de lever la tête et puis sur les bus, on peut voir aussi ce type de communication. C'est faux. Ils n'ont pas du tout le même niveau de compréhension que nous. Ils n'ont pas du tout le même niveau de compréhension parce que l'outil qu'on utilise n'est pas perceptible pour eux, il n'apparaît pas dans leur sphère. Donc, c'est à nous de nous remettre en question et de se dire, on va rebosser et on va aller vers eux avec quelque chose qui leur ressemble. Parce que là, le message va passer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de se dire qu'il y a toujours quelque chose que je trouve aberrant. C'est la création d'une nomenclature qui est la même pour tous, quelle que soit la région de France, quel que soit le quartier, quelle que soit la population qu'on a à soigner. C'est fou. Moi, par exemple, là où je suis, j'ai besoin d'un volet social. Il y a plein de gens qui peuvent avoir la C2S, mais qui ne le savent pas. Il y a des gens qui disparaissent de la C2S pour quelques euros, qui n'ont plus les moyens, forcément, pour les quelques euros, ils n'ont plus les moyens d'être pris en charge.
Et tout ça doit être expliqué. On ne comprend pas notre système administratif, qui est un système en millefeuille, et même celui de la caisse primaire d'assurance maladie. Et on ne comprend pas que ces gens doivent être outillés pour pouvoir avoir accès à cette information qui leur est vitale. Très peu de mes patients savent qu'il faut monter le dossier 2 mois avant la fin de la C2S pour avoir une continuité du soin. Alors, on a une caisse primaire d'assurance maladie qui l'a bien compris et qui reste extrêmement vigilant à pouvoir poursuivre la couverture sociale. Mais c'est pas normal. C'est qu'il y a un trou dans la raquette et que ça, il va falloir y remédier. Quand nous, on est en consultation, on nous pose énormément de questions sur le volet social de l'existence de la famille. Est-ce que je suis habilité à répondre ? Est-ce que j'ai les compétences ? Non. Donc, ça veut bien dire que la nomenclature qui est juste associée à un soin ponctuel n'est plus adaptée à ce type d'activité médicale. Et vous prenez n'importe quel médecin du secteur vous dira la même chose, n'importe quel orthophoniste, kiné, sage-femme, elle vous dira « j'ai besoin d'un vrai volet social pour sécuriser le parcours du patient ». Ça veut dire qu'on doit remettre en question et on ne doit plus parler quasiment d'une santé publique nationale, même pas régionale, mais territoriale. Et c'est là où le bas blesse et c'est là où on a un énorme trou dans notre raquette. Moi, je suis sûr qu'on m'emmène dans un autre quartier que là où je viens de passer 20 ans de ma vie, je vais être déstabilisé parce que je ne vais plus savoir comment m'adresser à la personne. Je vais peut-être insister sur un volet social et elle va me regarder en me disant de quoi vous me parlez ? Moi, ça va très bien, j'ai une mutuelle, j'ai un boulot, tout se passe bien dans mon existence, j'ai pas besoin de votre aide. Et donc, je créerai quelque part une difficulté, et pour moi et pour la personne qui est en face de moi, parce que mon discours serait plus du tout adapté au secteur dans lequel je travaillerai. Donc, se remettre en question, réadapter une nomenclature qui soit associée au territoire et non plus sur le plan national. Parce que vous imaginez que... Enfin, t'imagines que là où tu es, donc tu es dans un secteur on va dire, quasi en campagne, tu as la même nomenclature que le type qui est installé au centre-ville de Marcq, de Bondu ou de Lille. Est-ce que les besoins sont les mêmes ? Non. Est-ce que la population est identique ? Non. Est-ce que les questions se croisent ? Non. C'est des vies différentes, avec des besoins différents, avec une utilité du praticien qui est complètement différente. Là-bas, on consomme du soin. Dans ces quartiers-là, on fait appel à un professionnel de santé. Dans un quartier populaire ou comme toi à la campagne, on va en demander beaucoup plus aux praticiens. On va lui demander une aide sociale, une aide familiale et puis le soin. Mais du coup, comment tu peux, par cette surcharge de travail administratif pour les professionnels de santé, qu'ils soient chirurgiens, dentistes, médecins, orthophonistes, infirmiers, comment la mairie peut les soutenir ? Parce que c'est un peu rébarbatif pour un jeune qui a envie qui voudrait s'installer, il va pas forcément aller chercher la difficulté et une surcharge de travail administratif. Comment si là tu te positionnes plus en tant que professionnel de santé, mais en tant que mairie ou institution représentant les habitants, qu'est-ce que tu peux apporter pour favoriser et aider le professionnel de santé à s'installer ? Alors moi, je vais lui faciliter la vie parce que s'il doit transformer avec un permis de construire ou un permis de démolir un cabinet ou une structure, je vais lui faciliter la vie en accélérant le processus et en faisant en sorte que ça ne soit pas un frein à son installation. Deuxièmement, je créerai sur mon territoire ce qui anciennement était le groupement régional de santé publique, c'est-à-dire une structure qui permet les échanges entre professionnels de santé et puis leur permettre de partager les bonnes pratiques, les besoins, les attentes, afin d'avoir quelque chose à remonter au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie. Je créerai une entité particulière au sein du CCAS de Roubaix, qui est un des plus gros CCAS de France, pour qu'il y ait une antenne dédiée à l'aide non seulement de l'installation, mais surtout à l'aide sociale
des professionnels de santé avec une ligne qui sera dédiée à cela, des échanges permanents. Ce n'est pas aux professionnels de santé de trouver des solutions, c'est aux acteurs sociaux, dont le cœur de métier est cela, de répondre à cette exigence. Et quatrièmement, on assurait la sécurité, parce qu'il y a de plus en plus, et ça on n'en a pas encore parlé, de dégradation au sein des entités de soins où le ton monte très vite. Les assistantes, on le sait, et toi et moi, ne tiennent plus dans la durée parce que extrêmement agressées par les tensions au sein du cabinet. Donc je ferai exactement ce que les Belges ont fait, c'est-à-dire une petite gâche reliée directement et à la police municipale et à la police nationale pour qu'en cas de tension extrême, il y ait une intervention extrêmement rapide et être très ferme sur la bonne utilisation d'un centre de soins quel qu'il soit. On y vient pour se soigner, ce n'est pas un ring de boxe où on ne vient pas pour se disputer. On change de... Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement ces derniers temps, toujours dans le cadre de la santé publique, parce qu'on a des projets dans ma structure, donc l'Union régionale des professionnels de santé, qui concernent l'obésité, et notamment l'obésité infantile. Parce que, en fait, moi, chirurgien dentiste, ça m'intéresse parce qu'on a les mêmes facteurs de risque. Essentiellement, la malbouffe, le sucre. Et il y a une chouette étude, c'est un truc qui s'appelle Foodwatch, qui a fait une étude, qui a mis en évidence le fait que moins les denrées alimentaires sont chères, plus elles sont sucrées, plus il y a de sucre ajouté. Et de fait, le sucre, c'est mon ennemi à moi en tant que chirurgien dentiste, évidemment, mais c'est aussi facteur de risque de diabète, d'obésité, maladies cardiovasculaires, etc. Tous les fameux indicateurs négatifs à Roubaix, c'est sur les maladies chroniques. Donc, comment est-ce que la structure territoriale mairie peut aider à ce que les Roubaisiens aient une meilleure santé nutritionnelle? Comment est-ce qu'on peut arriver à une meilleure alimentation? Alors là, c'est une question qui est compliquée et difficile à résoudre parce que tu n'as accès aux enfants que pendant le temps scolaire ou périscolaire, éventuellement sur les clubs qui sont subventionnés par les collectivités. D'accord ? C'est des moments extrêmement importants et clés. Le passage à la cantine, pour ceux qui mangent à la cantine. Dans les clubs, peut-être le goûter. En tout cas, c'est des moments privilégiés où on peut expliquer les choses. Mais au-delà de les expliquer, il faut toujours se dire qu'il y a, j'en suis certain, une discrimination à l'assiette. Plus vous êtes pauvre, plus vous allez vers la bouffe rapide, facile. Il suffit de voir la démultiplication des fast-foods sur Roubaix pour se dire que c'est une demande du territoire. Mais c'est une demande du territoire, non pas parce qu'on a envie d'aller forcément dans ces lieux-là, c'est une demande du territoire parce que le coût y est restreint. D'accord ? Or, on peut faire la démonstration aujourd'hui que lorsque vous faites vos courses, parce qu'à Roubaix, il y a moyen encore de faire ses courses pour moins qu'ailleurs, même si ça reste relativement cher, il y a toute cette notion de apprendre à cuisiner, apprendre à se retrouver autour d'une table, et donc de développer non seulement les outils éducatifs qui y sont adaptés, mais peut-être aussi des lieux symboles où une maman viendrait y passer du temps pour apprendre, pour renforcer son savoir et pour peut-être à un moment donné prendre du plaisir de se retrouver autour de la table avec ses enfants en garantissant un coût de l'assiette qui soit extrêmement faible. Alors, sur Roubaix, moi j'ai un projet, je pense, extrêmement puissant. Je ne peux pas en parler parce qu'il est à l'écriture. En tout cas, je vais te le résumer, c'est reprendre en main et reprendre à la main de la collectivité la façon dont on nourrit les gens. Et c'est possible. En santé publique, toujours puisque c'est mon domaine de prédilection, on parle beaucoup de santé communautaire. Communautaire, ça ne veut pas dire communauté. Communautaire, ça veut dire s'appuyer sur la population, parce qu'on a besoin de faire remonter ses besoins, ses envies, enfin ce qui l'interroge elle, et de s'appuyer sur elle pour diffuser les messages. J'ai aucun doute, parce que j'ai travaillé à Roubaix, qu'il y a
beaucoup d'acteurs très investis à Roubaix sur la santé en général, que ce soit la santé mentale, la santé sexuelle, la santé des enfants, des personnes âgées, etc. Mais comment est-ce que on peut mettre en lien tous ces acteurs? Parce que ce qui manque souvent, quand il y a beaucoup d'acteurs, c'est qu'il y a beaucoup de dilution, en fait, des actions. C'est, chacun fait de son côté, et parfois il fait la même chose que ce qui est fait 2 quartiers plus loin, et on perd du temps et de l'efficacité, en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut piloter une politique de santé sur un territoire à l'échelle d'une ville? Tu peux la piloter parce que déjà, tu as du denier public qui arrive plus ou moins en abondance dans ce système. Donc déjà, tu commences par une chose, faire le bilan de tout ce qui est fait, de tout ce parfois fait en doublon, de tout ce qui est bien fait et bien perçu, de tout ce qui est bien fait et mal perçu, de tout ce qui est mal fait et mal ou bien perçu. Donc, auditer la ville sur ce qui est proposé, sur ce qui est attendu, et sur les impacts sur les indicateurs de santé publique. Donc, une fois que tu as fait ça, tu répertories toutes les associations. D'accord ? On a aujourd'hui des acteurs de santé sur la ville de Roubaix qui sont extrêmement engagés. On ne s'installe pas à Roubaix par hasard. Je ne peux pas croire qu'un matin, un type ou une dame se lève en sortant de la faculté de pharmacie, de chirurgie dentaire ou de médecine en se disant « Tiens, je vais m'installer dans telle ou telle zone ». On a à cœur, quand on s'installe de Roubaix, d'aller vers autrui et de vouloir l'aider. Ça, c'est une certitude. C'est la ville de toutes les solidarités. Quand tu regardes le maillage de la ville en matière de santé, tu pourrais très bien la découper en quartiers avec des entités pilotes. D'accord ? On a dans chaque quartier de la ville des pharmacies, au moins une maison médicale. On a un hôpital public qui est central dans le cœur des Roubaisiens. Ils sont très, très, très attachés à leur structure hospitalière. On a des équipes de santé à l'hôpital qui sont extrêmement pertinentes, formées, présentes. Donc, on a ce qu'il faut. Maintenant, comment on fait pour régenter tout ça ? D'accord, en laissant tout l'espace de liberté nécessaire à ces professionnels pour l'organiser, mais régenter tout cela pour qu'il soit encore plus efficient. Le problème qu'on a dans le domaine de santé publique, tu l'auras dans les mouvements associatifs, où parfois on a 5 ou 6 associations sur la même thématique, mais la thématique d'à côté, il n'y a personne. Est-ce qu'un jour on a fait le bilan de ce que l'on fait sur la ville ? À ma connaissance, oui. On sait ce qui existe et on sait aussi ce qui n'existe pas. Tout à l'heure, tu parlais de l'obésité. On avait fait les assises de l'obésité à l'EDEC avec un type que tu connais, François Patou, pour dire que le tsunami de l'obésité et du diabète était devant nous et que ça pouvait faire vriller les économies même des États les plus riches, notamment des États-Unis d'Amérique. Une fois que tu as dit ça, tu te dis comment je vais faire pour pour essayer de contrer la chose. Eh bien, à l'époque, on avait pris notre bâton de pèlerin et on avait été à la source. C'est-à-dire qui vend les produits qui, au final, augmentent le nombre de maladies métaboliques et surtout la contrariété que ça occasionne sur les économies de nos pays. Bien, on a des grands distributeurs qui sont connus, reconnus et qui sont là aussi pour faire du business. Ce business, il pourrait devenir vertueux à partir du moment où on met en face le chiffre du coût de la maladie métabolique, par exemple en France, dont l'obésité et le diabète, et de la quasi-gratuité du produit qu'on donne aux gens les plus modestes et qui viennent grossir les rangs de ceux qui vont sombrer dans la maladie métabolique. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait faire une équation assez intelligente. Ce coût qu'on dépense pourrait à un moment servir aussi à permettre aux gens à mieux se nourrir. Mais encore faut-il en avoir le courage, parce que ça veut dire quasiment sponsoriser le premier médicament, c'est l'aliment. Et c'est une politique publique complètement novatrice. Est-ce qu'elle vient interférer dans les accords européens ? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas assez pointu sur la question. Mais il y a une véritable question à se poser. Alors, il y a eu la taxe Coca, d'accord,
je ne sais pas si elle a eu un effet incroyable sur la santé de nos concitoyens. Aussi, on a vu s'effondrer la consommation de coca dans l'Hexagone. En tout cas, ça a eu un effet intéressant où les gens ont été chercher la quantité de sucre qu'il y avait dans un verre de coca. Et ça a eu, je pense, un impact psychologique. On a des modèles de communication aujourd'hui qui sont assez agressifs, qui permettent de dire ce qui nous permettent de mieux vivre, ce qui nous permettrait de moins bien vivre. En tout cas, moi je reste persuadé qu'un bon nombre de nos concitoyens ne savent pas ce qui est bon pour leur santé et ce qui n'est pas bon pour leur santé, avant de parler de moyens, parler de l'éducation alimentaire. Comment on peut bonifier tout cela sur un territoire ? Je pense qu'il faut prendre un premier sujet pour rallier tous ces gens qui travaillent autour de la thématique santé. Un premier sujet, et le premier sujet qui me semble le plus adapté à l'effort que l'on doit accomplir, c'est plus généralement sur la maladie métabolique, mais sur le diabète, qui, sur le territoire de Roubaix, fait un véritable désastre. Les gens qui ont un diabète et qui ne le savent pas. Donc, trouver comment fédérer tout cela, il faut déjà trouver le sujet qui va rassembler. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, enfin, ça répond globalement à d'autres questions, mais si j'élargis un peu le champ de la prévention, puisqu'on est sur la prévention en fait, des maladies, un autre indicateur qui n'est pas super bon à Roubaix, c'est la vaccination. Alors, j'ai souvenir, parce que j'avais beaucoup bossé en période Covid, les clusters Roubaix, c'était toutes les semaines avec l'ARS. Roubaix, c'était plus compliqué qu'ailleurs. Et aujourd'hui, on n'est plus en période Covid, mais tout ce qui est vaccination, alors moi, ce qui me parle en tant que chirurgien dentiste, parce que c'est les vaccinations contre le papillomavirus pour les jeunes, les enfants, les adolescents. Il faut savoir que quand même, en Nouvelle-Zélande, ils ont quand même réussi à éradiquer complètement le cancer du col de l'utérus chez la femme, rien que grâce à la vaccination. Donc, vaccination, il y a beaucoup de réticences. En France, en général, il y a encore beaucoup de gens qui sont sceptiques ou inquiets sur la vaccination, parce que pareil, ça rejoint aussi à aller chercher les bonnes informations. Aujourd'hui, on est submergé d'informations par Internet, etc. Et du coup, ça crée le doute, en fait. Et donc, à mon sens, la problématique de la vaccination contre la grippe fait autant de morts que le Covid, notamment sur les personnes âgées. Vaccination contre les hépatites. La vaccination, c'est un médicament. C'est le corps qui produit lui-même son médicament. Donc, je suis très pro-vax. D'autres peuvent en discuter. Mais comment on fait pour rassurer les gens ? En fait, et à mon sens, comment on fait pour donner des informations pertinentes au sens scientifique du terme ? Parce que le problème de base, c'est la confiance, en fait. Si les gens n'écoutent pas nos discours de professionnels de santé, c'est qu'il y a une défiance. Donc, comment est-ce qu'on fait pour recréer ce lien de confiance entre les professionnels de santé et les patients, ou même entre les institutions et les gens? Il va nous falloir énormément de temps parce que le Covid est passé par là, a fait des dégâts considérables. Ce dont tu es en train de parler, c'est un problème bien plus vaste. C'est-à-dire que la fake news a pris l'ascendant sur la réalité. Et qui peut combattre aujourd'hui une fake news ? On le voit sur tous les champs de notre connaissance, parce que la fake news est une atteinte profonde à la connaissance des gens. Et c'est parfois les plus modestes qui en subissent les conséquences, puisqu'on leur met dans le crâne des données qui sont fausses. Et on leur met dans le crâne surtout des notions qui ne sont pas les bonnes. Je reste persuadé qu'on fait tous fausse route. C'est-à-dire que ceux qui diffusent les fake news ont appris très rapidement comment déstabiliser une société. D'accord ? Et ils utilisent les canaux, ils les utilisent très bien, les canaux adaptés et le modèle de communication adapté pour diffuser la fake news. D'accord ? Nous, pour diffuser
de la véritable information, là on parle d'information scientifique, de la véritable information, on passe dans des canaux anciens. Et ces canaux anciens n'atteignent pas la population cible qu'on aura déterminée. Et s'ils n'atteignent pas, alors on laisse la place au mensonge. Je vais te dire un truc. Souvent, un enfant est le meilleur vecteur d'éducation d'une famille. Une maman est le meilleur vecteur d'éducation de la famille. D'accord ? Or, nous, on diffuse une information qui peut être comprise ou pas, on dit par les hommes et par les femmes. Or, c'est pas la même façon de comprendre et c'est pas la même façon d'atteindre. Par des plus jeunes et des moins jeunes, c'est pas vrai. On ne comprend pas la même on n'a pas la même façon de parler, on n'a pas le même langage, on n'a pas le même nombre de mots, et donc cette information est diluée et ne passe pas. Celui qui diffuse une fake news, elle est ciblée. D'accord ? Si tu veux que la vaccination retrouve ses lettres de noblesse, parce qu'il y a eu l'avant-Covid, où il n'y avait pas de défiance vis-à-vis de la vaccination, et l'après-Covid. Donc, il y a eu, à ce moment-là, une guerre de l'information qui s'est ouverte, où de grosses erreurs de communication de notre gouvernement, il faut le dire, de grosses erreurs de communication des gens qui prenaient la parole et qui n'étaient peut-être pas des scientifiques de premier plan pour pouvoir le faire, des explications qui étaient complètement alambiquées. Souviens-toi, on doit mettre le masque, on ne peut plus le mettre. Il faut se vacciner, on ne peut pas se vacciner. On oblige les professionnels de santé, sinon ils ne peuvent plus aller travailler. Moi, tu sais, à l'époque, moi aussi, je me suis mis à un moment donné à douter de ce qu'on me racontait. Or, je suis un scientifique. Hein. Et puis, je me suis posé la question, je me suis dit, attends, moi, on me dit d'aller soigner. Donc, je vois un nombre d'enfants qui sont de gros vecteurs de virus, un nombre d'enfants qui est important par jour. Et on me dit, Karim, c'est bon, tu peux y aller, tu mets un FFP2, tu peux y aller, il ne va rien se passer. Ton gel hydroalcoolique, tu te laves bien les mains, tu fais gaffe, tu utilises tes lingettes, à l'époque c'était des lingettes allemandes, tu utilises tes lingettes et c'est bon, vas-y. Ok. Alors pourquoi vous n'avez pas distribué des FFP2 à tout le monde ? Ça, je peux te le dire. On les avait pas, tu me diras. On les avait pas, ça a été mon job pendant 2 mois. Mais à un moment donné, on aurait pu produire des FFP2 pour l'ensemble de la population si le problème était réglé par juste le masque. Tu comprends ? Moi, on me diffuse cette information-là, mais on m'explique rien. Ou alors on me dit, moi je m'en souviens très bien, c'était un mardi, à midi, coupez toutes les installations, rentrez chez vous, vous ne sortez plus. Ok, et les patients, vous les virez. Ok, bon, on va le faire. On a coupé toutes nos installations. Puis le samedi, on s'est rendu compte que la population était livrée à elle-même, qu'il fallait remettre en route toutes les installations. Donc il nous a fallu une semaine pour qu'on retourne tous dans nos cabinets et remettre en route, puisqu'il y avait les urgences. C'était très compliqué. Je dis, mais comment tout cela est crédible ? Et là naît la volonté de certains de déstabiliser une société en pratiquant la fake news. Et ils ont été extrêmement habiles. Ils ont utilisé les bons canaux. Ils ont été très simples dans l'utilisation des mots qu'ils utilisaient pour fracturer la société. Donc, à nous remettre en question et de se dire, on doit rebosser, on doit réinventer un nouveau modèle de communication, on doit être des scientifiques, mais avec des preuves scientifiques, et expliquer au plus grand nombre ce qui est compliqué à comprendre lorsque l'on sait la complexité des choses. Mais on sait aussi, par des modèles de communication simples, pouvoir transmettre et rassurer. La population est plus du tout rassurée. Parce qu'on est dans une société où l'information va super vite, et lorsqu'elle est déformée, elle va 2 fois plus vite qu'une information qui n'est pas déformée. Et ça, je l'ai bien appris. En tout cas, Marie, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Ça a été tourné un dimanche. Donc, t'es très sympa parce que je sais que tu es débordé avec tes activités diverses et variées avec la gestion de ton cabinet. Et je tenais vraiment à te remercier d'être venu nous rendre visite et puis de m'avoir challengé sur ce sujet-là qui t'est cher. Et tu sais à quel point j'y suis attaché aussi. Ça fait longtemps qu'on en parle et c'était l'occasion de le mettre vraiment à plat
et en public, parce que c'est des conversations qu'on ait depuis 30 ans. Exactement, qui souvent se font à huis clos et le public peut mieux comprendre les angoisses des uns et des autres et que nous ne restons que des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses, des attentes certes, mais surtout des doutes. Je te remercie Marie. Envoie un MP sur nos réseaux pour venir interviewer Karim et passer dans les Saureuses. À très vite.